Dans ce moment, on doit travailler, manger de la merde pendant la semaine et jouer contre Montpellier les prochaines. Et oui, on doit gagner. Ah, pour manger de la merde, on en mange de la merde en ce moment, mon ami El Gringo. Joueur, dirigeant, président, actionnaire, on change tout, on casse tout, on recommence. Si vous voulez écouter une analyse basée exclusivement sur les émotions, allez voir d'autres médias, les amis. Nous, sur la Minute Tactique, on va parler football avec mon ami El Gringo. Il y a eu des choses difficiles. C'est un tournant de la saison. On en discutait un peu en amont avec Naïm. Elle me fait penser étrangement à la fin de saison de Sampaoli. Quand on pense s'écrouler après une défaite 3-0 au Vélodrome face à Lyon, et qu'on se fait éliminer par Feyenoord sans avoir une seule vraie occasion au stade Vélodrome, dans un stade en folie, où on s'était fait gazer, on s'était fait sacrément gazer, Ouais. et défaite contre Rennes 2-0, on est troisième, et finalement, un final exceptionnel face à Strasbourg. Mon ami El Gringo, elle est dure à tourner cette vidéo, mais les hommes, ils tournent les vidéos quand c'est dur. Ouais, il faut continuer à aller au bout de nos analyses, de nos idées. Et ben, moi, je pourrais dire la même chose que tout le monde, hein, te dire, voilà, quand tu perds 3-0, c'est que tu es nul, c'est que Monaco est beaucoup plus fort que toi. Mais c'est pas ce que je vois quand je regarde le match, quand je l'analyse. Alors, c'est peut-être ma conception du football qui est mauvaise, c'est peut-être mon analyse qui est mauvaise, mais vraiment, je vois pas un match catastrophique de l'OM qui reflèterait un 3-0 et une nette supériorité de Monaco. Ça tombe bien que tu dis ça, mon ami El Gringo, parce qu'on va mettre à l'image la déclaration d'Adi Hutter, qui dit c'est une victoire très importante. C'est surtout une victoire par rapport à Philippe Cohn aussi, le gardien qui était décrié, et on se souvient en avant-match. Le média, le diagonal, notre ami Damien qui nous disait c'est une déception pour lui de voir Philippe Cohn, comme quoi le football peut toujours te surprendre. Il les a sauvés, ce que dit Adi Hutter, et dans une situation très difficile avec des arrêts importants. Le score est peut-être trop lourd, parce qu'en première mi-temps, je n'étais pas satisfait de notre performance. Elle est importante, cette déclaration, mon ami El Gringo, parce que depuis le début de saison, on se dit on est meilleur en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Et là, finalement, si on parle que du jeu, les 15 premières minutes, on a étouffé Monaco. Ouais, on a été vraiment très très bon dans les premières minutes. Ro a fait 15 premières minutes excellentes où il Incroyable. a, il a mis au supplice Singo. On s'est même dit que avec un carton jaune aussitôt dans le match, il allait avoir beaucoup de mal à tenir jusqu'au bout. On était bon dans la construction, vraiment. Rouli n'hésitait pas à jouer sous pression. On a pris beaucoup de risques dans la relance et en première mi-temps, ça a été plutôt bien fait. Et moi, quand je vois Rowe sur le 11 départ, je ne comprends pas parce que je me dis, il y a Singo derrière. Si tu penses prendre la profondeur avec Singo, t'as foré ton choix, mon ami. Mais il y avait cette notion aussi que Singo, en tant que défenseur central pur, il est capable de faire des dingueries. Il est super athlétique, fort physiquement. C'est un très bon latéral. Et finalement, Naïm, au bout de 15 minutes, mais moi, je me dis, ok, le choix, il est bon. Le choix, il est bon de mettre Jonathan Rowe parce que Gouiri n'est pas en condition optimale pour pouvoir jouer le match. Il faut le préciser, ça aussi. Tout comme Benasser. Non, c'était finalement la compo, à l'exception de Merlin, que je trouve vraiment trop limitée. Je trouve qu'elle était intéressante. Et toi et moi, dans la semaine, on avait parlé d'Ulysse Garcia en tant que stopper gauche, de cette possibilité. Et je l'ai trouvé bon. Je l'ai Bien trouvé sûr. plutôt bon, vraiment, Faut dire à quel point Ulysse notre défense Garcia. est dans le dur. Ouais, la défense est dans le dur, c'est une réalité. Mais bon, au final, est-ce que le problème, il n'est pas de l'autre côté du terrain? Parce qu'on fait beaucoup de choses bien dans la construction, dans la sortie de l'arrière, et on arrive jusqu'à la cage adverse. Et c'est souvent là que le bas blesse. C'est souvent arrivé dans les derniers mètres avec des choix qui sont souvent limités. Et si tu veux, je t'ai mis cette première action pour illustrer. C'est la toute première occasion du match. Donc on construit bien une action côté gauche et il va y avoir un très bon ballon. Je t'ai mis Luis Enrique en surbrillance parce que il est marqué au début et il va être complètement lâché par la défense de Monaco. Et c'est important de le noter parce que on a beaucoup dit que cette victoire, c'est parce que Monaco est beaucoup plus solide défensivement que nous et qu'ils font moins de grosses erreurs. Et ben, je vais te montrer tout au long de l'analyse qu'ils en ont fait beaucoup, des grosses erreurs, mais que nous, on n'a pas su les punir là-dessus. Tu vois, là, Luis Enrique rate complètement cette frappe. Bon, c'est le début du match. C'est pas grave, c'est déjà une bonne première situation. Mais tout au long de la rencontre, on a fait trop de mauvais choix. Là, si tu veux, Luis Enrique va aller exactement là où Caio Henrique voulait l'emmener, sur l'extérieur en l'enfermant. Et bien sûr, il a pas pu redresser sa frappe. Là où il y avait la possibilité d'attirer encore un peu les défenseurs et de donner un bon ballon à Greenwood à l'entrée de surface Ouais. pour qu'il frappe.
c'est pas toujours facile ce que je vais dire, mais il y avait possibilité de faire mieux. Et cette action, c'est une bonne illustration de ce qu'on fait de bien et ce qu'on finalise mal. C'est-à-dire que cette construction entre Luis Enrique et Murillo, elle est magnifique. Vraiment, du jeu à une touche, du déplacement, du mouvement, une bonne passe dans la profondeur pour Luis Enrique. Et là, encore une fois, bah, tu vois, je pense que Murillo, c'est l'erreur qu'il avait fait déjà la semaine dernière contre Toulouse. Je pense qu'il a l'espace pour aller encore, attirer les défenseurs vers lui et ensuite, ben, libérer Rabiot qui est en train d'arriver ou Merlin qui arrive au second poteau. Voilà. Le temps qu'arrive Merlin, c'était peut-être un peu compliqué. mais, mais tu vois, il se précipite pour centrer et là où on manque vraiment de sang-froid dans ces derniers mètres, on se précipite souvent ou on tard trop. On n'a pas le bon timing entre les deux. Et ben, Adrien Rabiot, typiquement, c'est le cas sur cette action-là. Il a la possibilité, juste après cette touche-là, l'espace est ouvert pour la mettre à Jonathan Rowe, un bon ballon pour qu'il puisse finir. Et il va faire une touche de trop qui va venir s'enfermer sur le gardien. Et cette situation, elle s'est reproduite encore deux fois derrière avec Amine Gouiri d'abord. Alors, c'est beaucoup plus dur pour Gouiri quand il va arriver. Mais tu peux l'avoir senti. Tu peux l'avoir senti que tu vas être trop excentré, qu'il y a un ballon en retrait à donner ou carrément au deuxième sur Dedic. Celle-là, c'est la plus dure de toutes, mais elle était faisable malgré tout. Et là, bah, c'est la dernière, c'est celle-là, elle illustre vraiment bien ça. C'est tous les défenseurs vont être attirés par la cage. Là, je t'ai mis le moment où Gouiri s'arrête dans son appel. Ce qui fait que dans la foulée, il va y avoir un espace encore plus gros pour mettre le ballon en retrait. Bon, 3-0, 93e, c'est pas ça qui te change le match, mais tu vois, j'ai l'impression que vraiment, globalement, très, très souvent, on n'a pas le bon choix dans ces situations qu'on se crée bien. Et c'est ce que je disais, franchement, en première mi-temps, et même parfois en deuxième, qu'il y a des actions qui sont magnifiquement construites. Et c'est ce qu'on nous a reproché. On nous a reproché de dire, vous fantasmez trop sur le jeu produit par De Zerbi. Je sais pas, peut-être qu'on le fait, peut-être qu'on voit la construction trop belle, mais moi je trouve que sortir les ballons qu'on a sortis contre Monaco de l'arrière, du gardien, on construisait des actions du gardien sous pression, ça a été quand même pas mal fait quasiment tout le match. Je te dis quasiment parce qu'il y a eu une période d'1 minute 30 qui a duré très précisément 1 minute 30, entraîne le deuxième but, où on a perdu 5 ballons à la file quasiment. Et c'est surtout à cette période-là qu'il y a 3 changements qui se préparent. Il y a les 3 changements qui se préparent. Il y a des joueurs qui reviennent, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué. Je pense à Luis Garcia, je pense à Pierre-Emile Højbjerg, je pense même à Jonathan Rowe, finalement, qui a peu joué sur cette fin de saison. Et on se dit, à ce changement-là, quand je vois les 3 remplaçants, je me dis, Monaco était dans une bonne passe, Naïm, à ce moment-là. Et j'ai des joueurs de Monaco que j'ai trouvé très moyens, alors que d'habitude, des joueurs comme Akliouche, où je le trouvais monstrueux. Et là, sur ce match-là, Akliouche, Biret, Minamino, hormis Zakaria et Camara que j'ai trouvé monstrueux au milieu de terrain, mais ça, je suis pas surpris parce que pour moi, c'est après le milieu de Paris, c'est le meilleur milieu de Ligue 1 cette saison. Les deux Monégasques qui sont très 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 solides au milieu de terrain. Zakaria, je t'en parle même pas. Il peut annihiler quasiment toutes les actions d'une équipe à lui tout seul au milieu. Mais c'est vrai qu'à 1-0, l'analyse jusqu'à la 60e minute de jeu, elle n'est pas la même. Hein. Ah, c'est sûr. Parce qu'il y a des tournants, Naïm. Parce qu'il y a des tournants. Ça. Et on dit qu'il a fait des changements tard. Encore une fois, il se fait critiquer pour ça. Mais l'heure de jeu, c'était le moment parfait pour le faire. Les 3 changements qu'il fait, c'est exactement les 3 changements que j'aurais fait. Vraiment, Gouiri, Benasser, Dedic, c'est exactement ce qu'il nous fait. Donc Gouiri, qui est le titulaire normal, qui avait juste pas le temps nécessaire dans les jambes. Benasser pour Højbjerg qui commençait à tirer la langue. Et Dedic qui pour moi aurait même dû être titulaire. Mais si tu veux, là j'en veux un peu à Højbjerg sur cette action-là parce que sur les 5 ballons perdus dans ce laps d'1 minute 30, tu vois, on a l'impression que Monaco nous a massacré en début de deuxième mi-temps, mais 1 minute 30, c'est pas si long. Après, 1 minute 30 à perdre des ballons, c'est quand même long. 1 minute 30, c'est très très long. C'est un combat de boxe, 1 minute 30, tu prends plusieurs hypercutes, tu peux vite tomber. Hein. C'est ça. Et dans ces 5 ballons perdus, il y en a 3 par Højbjerg. Et c'est là où un joueur de son expérience, qui en plus apparemment est très critique avec ses partenaires, bah, s'il est cramé, il dégage le ballon en touche, il se met par terre et il précipite le changement. Tu vois, il a eu 3 fois l'occasion de le faire. Et bon, c'est pas le seul coupable, on va le voir dans la suite. Il y a plusieurs tournants dans ce match, il y a plusieurs tournants. C'est ça, en fait. Le match n'a pas tourné pour nous alors que il y avait les situations pour. Et le premier gros tournant, incroyable. C'est le premier but parce que
Je ça peux pas fait m'en plusieurs remettre, semaines que j'en parle. je peux pas m'en remettre, celui-là. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle face à des équipes qui jouent bloc bas. Là, c'était un match qui était censé être plus équilibré, mais on était meilleur qu'eux. Vraiment, Monaco n'a presque rien. Pendant 15 minutes, on les surclasse. Et ensuite, pendant le quart d'heure qui suit, les débats s'équilibrent. Ils sont un peu meilleurs pendant 5 minutes, de la 15e à la 20e à peu près. Et puis après, ça s'est vraiment rééquilibré. Mais on sentait qu'on était quand même au-dessus d'eux. Et ce fameux premier but qui arrive sur la première vraie occasion de Monaco, si on peut appeler ça une occasion, ben, elle est due à un seul joueur. Elle est due à Kondogbia. Parce que là, quand tu vois Mbolo, il prend le ballon, tu le vois, il est complètement tourné, il n'y a aucun risque. Pourquoi je te l'ai zoomé? Parce que il le colle tellement que sur le plan large, tu le voyais même pas, Kondogbia. Alors que nous, qui sommes des amateurs avec notre petite vision du football, on a fait toute une vidéo d'avant-match en précisant Mbolo, il a une qualité qui est au-dessus de la norme, c'est qu'il est injouable dans la cage. Il faut surtout pas chercher à faire ce que fait Kondogbia là, le coller. Il fallait juste le contrôler en fait. Il est dos à la cage à 40 mètres du but. Et pourquoi tu vas le coller? C'est un joueur qui est aussi bon dans le jeu de corps. Et en Et plus, ben, en plus il a tout faux, il tombe. voilà, si c'était que le coller, tu peux le coller, mais sans te livrer. Là, tu colles, tu te fais éliminer. Donc, on se retrouve avec limite un joueur qui arrive lancé et 4 joueurs offensifs. Mon les gars, c'est ce qu'on avait fait en avant-match. Hein. On disait attention, quand ils arrivent à se retourner, quand Mbolo arrive à se retourner, quand ça attaque pas un seul joueur. Ça peut finir à 4 dans la surface de réparation. C'est le jeu d'Adi Hutter. Et perdre ce duel-là à la 33e minute de jeu, quand on regarde le rang central, il y avait un joueur Monaco aussi au sol, et on se dit, mais Kondogbia, mais pourquoi tu vas aller au duel avec Mbolo? C'est le meilleur joueur de Ligue 1 dans la cage. Il y avait zéro danger. Zéro danger. Il le contrôlait, il le collait pas, parce que justement, en le collant, il lui donne la possibilité de faire son jeu de corps et d'utiliser son corps pour se retourner. Il avait juste à rester proche de lui, mais sans le serrer, et il y avait aucun danger. Et encore là, tu vois que il y a pas de danger quand même immédiat non plus. Il a fallu que la passe d'Embolo soit contrée par Rabiot, qu'on revienne dans les pieds de Biret, qui tire 2 fois sur le gardien, et que ça revienne sur Minamino. Enfin, c'est horrible. Horrible. Pour moi, Naïm, on manque d'agressivité, quoi qu'il en soit, dans la surface de réparation, mais on n'a pas de défenseur aujourd'hui, donc il y a aucun vrai centraux qui est dur, qui est méchant, qui est agressif. Et tu sais très bien que dans le 1 contre 1, on se fait quand même souvent avoir, parce que c'est pas des défenseurs de formation. Ouais, mais tu vois, pendant les premières minutes, je trouvais justement que, ce qui est notre défaut d'habitude, on n'était pas trop mal là-dessus. Il y a Kondogbia et Garcia qui ont contré 2 frappes en montant fort. Et bon, là, on était totalement déstabilisé. Le ballon qu'on pense que Roulia, mais il l'a pas et on sait plus où aller. Donc voilà, on est perdu. C'est le premier tournant, mais il n'est pas définitif. C'est la 30e. On est bien dans le match. Il se crée pas d'occasion. Monaco se crée pas d'occasion. Donc il y a encore largement de quoi faire à ce moment-là, même qu'après un coup au moral. Et par contre, le deuxième tournant, qui est je pense, le plus gros tournant du match, en espérant que ce soit pas le tournant de la saison, parce que ça peut coûter cher. C'est cette action qui, encore une fois, un peu à l'instar de ce que je t'ai montré tout à l'heure de Murillo Luis Enrique, t'illustre tout ce qu'on peut faire de bien et de pas bien. Ça part d'une relance complètement ratée de Rouli, qui le met directement sur Minamino. C'est assez rare pour le noter, parce que je trouve qu'il a été excellent dans la relance. Vraiment. Incroyable. Pied droit, pied gauche dans des zones incroyables. Long, il a vraiment été excellent. Par contre, là, il la rate complètement. Et c'est un ballon qui est récupéré par Greenwood qui fait l'effort. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a un média qui a mis 1 à Greenwood, un média marseillais, qui a mis 1 à Greenwood. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Je trouve que Greenwood a fait des choses très intéressantes en première. En début de deuxième, c'est lui qui sonne la révolte avec ses 2 frappes. Tu peux dire qu'il a pas fait un très bon match. Tu peux pas lui dire 1-1, c'est vraiment que. C'est le score qui fait toujours pareil. C'est le score. Bien sûr, mais bon, encore une fois, d'autres joueurs n'ont pas eu un. Il récupère ce ballon et ça nous permet de reconstruire une action. Et là, ça, c'est ce que tu avais très bien relevé lors du match de Toulouse. C'est la faculté de Luis Enrique de jouer intérieur et souvent de nous permettre d'accélérer le jeu comme ça. C'est ce qui se passe. Murillo Enrique pour Greenwood qui va basculer à l'opposé sur Merlin. Et le pourquoi on parlait de Garcia à la place de Cornelius, c'est cette projection que Murillo apporte côté droit, mais que Cornelius n'est pas capable d'apporter côté gauche, ou Kondogbia, quand c'est Kondogbia qui joue avec Balerdi. Là, Garcia le fait, il va être bien décalé, et bon, c'est la dernière image, c'est l'image qui va faire le plus mal. Vitinha face à Monaco. Ouais, c'est catastrophique ce qu'il rate, c'est plus dur de la mettre dehors que dedans. S'il avait mis au-dessus,
Bon, ça serait déjà Non, c'est horrible. C'est horrible. Et on peut faire mais ce qu'on veut. Mais il apprend avec le talent, en fait. Il apprend pas avec le qualité, il apprend avec le talent. voilà, Et, à quoi te la tient saison, l'analyse d'un match, à quoi te tient l'analyse d'une saison, tu vois, après Rennes, pendant le match de Rennes, ça ressemblait un peu à ça. On avait dominé le début, mais ils nous avaient marqué sur un contre. Mais on avait égalisé sur une action bien construite, un peu comme ça. Et c'est vrai. du coup, C'est vrai. tu rentres au vestiaire avec le moral gonflé en te disant non seulement tu es supérieur, mais en plus tu as réussi à remonter un but contre le cours du jeu. Et voilà, donc deuxième tournant très très négatif. Ça commence à faire beaucoup dans des matchs d'un aussi haut niveau, de deux aussi grosses erreurs individuelles. Mais encore une fois, comme je te dis, en face aussi, ils en ont fait. Singo a glissé à un moment donné au tout début à 0-0. Et ça aurait pu envoyer Greenwood à la cage, mais bon, il arrive à retoucher le ballon. Et ben, tu as le troisième tournant qui est ce deuxième but. Tu vois que tu as Rowe qui vient faire un effort. Donc, en fait, ces 4 joueurs-là, limite, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur un boulot. Ouais. Pas forcément individuellement, mais au moins communiquer, dire à l'autre, tiens, prends-le, suis-le, parler, faire quelque chose. Je ne sais pas qui est le plus coupable sur cette action. C'est sûrement Kondogbia qui le voit passer devant lui sans réagir. Mais bon, Quand Aubé, il pense qu'il a Biret aussi dans son dos, donc il se dit en tout l'un cas, ou il doit l'autre. parler, il y a aucun geste, aucune, tu vois, il y a pas un geste du bras ou quoi, de dire, il voit le joueur passer devant lui. Et donc, voilà, là, pour le coup, c'est comme je te dis, je sais pas qui est plus coupable l'un que l'autre, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Là, cette action-là, pour le coup, il n'y a aucune excuse. Tous les joueurs sont coupables. Ça sort, comme je te dis, ça revient d'une séquence d'une minute 30 où il y a 3 joueurs qui ont perdu 5 ballons. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on s'est désorganisé, mais voilà, c'est catastrophique. Et il y a un dernier, mais bon, c'est une action dans le match. Il y a un dernier tournant, c'est que j'ai pas mis parce que l'action en elle-même, elle est magnifiquement jouée. Il y a rien à reprocher à nos joueurs, mais ce que ça en dit long en fait sur toute l'analyse, c'est l'action de Gouiri. Pourquoi? Parce que bon, déjà c'est très bien joué, tout est très bien joué. Et, de deux, tu as Cohn qui fait un arrêt extraordinaire alors qu'il était à l'agonie la semaine dernière, ce qui te montre encore une fois que ben, souvent les gens se subliment contre nous et en tout cas on n'a pas ce petit truc de réussite qu'a eu par exemple Brest contre Monaco la semaine dernière. Et le troisième point, ben, c'est pour rejoindre ce que je te disais tout à l'heure, que Monaco aussi fait des grosses erreurs de défense parce que la manière dont défend Kerrer sur cette action, elle est juste incroyable. Moi, quand je le vois arriver là, je me dis, il va aller l'enfermer sur son gauche, excentré côté gauche, beaucoup plus difficile pour Gouiri de finir l'action. À la place, il lui ouvre complètement l'axe pour qu'il aille enrouler. Mais voilà, ça rentre pas. Tiens, un arrêt extraordinaire de gardien, faut le dire. Donc c'est un match qui finit à 3-0, bon, avec un penalty un peu bidon à la fin, mais le score c'est 3-0. Donc encore une fois, comme je le dis, moi honnêtement, hein, je remets en question ma façon de voir les choses. Il n'y a aucun souci. J'entends totalement des gens qui me disent, tu peux pas dire que dans le contenu il y a des bonnes choses alors qu'on perd 3-0. Moi, dans ma conception du football, il y a quand même énormément de bonnes choses mais le résultat n'est pas là. On est dans une période très très négative. Mais comme tu l'as dit en début, on n'est qu'à un point de Monaco qui est deuxième. On a encore Lille ne nous a pas rattrapé, Strasbourg ne nous a pas rattrapé, Nice ne nous a pas rattrapé. Lyon peut faire une grosse opération ce soir, mais ne nous rattrapera pas. Donc voilà, rien n'est perdu et il faut surtout pas lâcher, pas se désunir, que ce soit les supporters avec les joueurs et les joueurs entre eux. Et c'est ce qui fait peur, Naïm. Moi, j'ai l'impression que c'est une cocotte minute prête à exploser. Je te mets quand même, on va vous afficher, voilà, on vous affiche ici le calendrier de fin de saison, Naïm. Mine de rien, tu as 3 matchs à domicile face à Montpellier, face à Brest et face à Rennes. Rennes qui ne jouera plus rien, Montpellier qui ne joue plus rien. Brest, on verra d'ici là, mais peut-être qu'ils ne joueront plus grand-chose non plus. Et finalement, tu te dis, si tu arrives à faire 9 points au Vélodrome, est-ce que potentiellement tu peux t'assurer la 3e place? Moi, je le pense. Si tu gagnes tes 3 matchs au Vélodrome, pour moi, tu finiras 3e. Même en perdant tes 2 matchs, si tu gagnes les 3 matchs au Vélodrome, tu finiras 3e parce que derrière, ça perd trop de points. Donc, on a encore notre destin entre nos mains. C'est dur parce que psychologiquement, on sent qu'il y a le grain de sable qui est venu, hein, ce fameux grain de sable dont parlait, je me souviens encore Vicente Lizarazu qui parlait de ça à l'époque de l'équipe de France. Il dit que quand il rentre ce grain de sable, il vient vraiment enrayer la machine et t'as l'impression que, tu vois, Rouli, il te dit à la fin du match, il faut qu'on mange de la merde, il faut qu'on travaille dur,
je pense que sur la fin de saison, le plus dur à travailler, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire d'être relâché, d'être serein dans le dernier geste et de pas forcer tes derniers gestes. On va espérer, Naïm. Franchement, on n'a pas grand-chose à rajouter de plus sur ce match-là, parce que les matchs ils se jouent à des détails, et les détails, on les a montrés. Si tu n'es pas capable de marquer dans les zones aussi simples que celle de Luis Enrique, si tu n'es pas capable d'être plus concentré défensivement, même si tu es un grand gardien, ça suffit pas. Donc, ce serait incroyable de ne pas finir en Ligue des Champions au vu de la longévité cette saison sur la 2e place. Mais la dynamique, Naïm, nous fait très peur. C'est normal. Mais Nice a aussi une dynamique négative. Et à voir maintenant avec Strasbourg, Lyon et Monaco. Ça va jouer à la dernière journée, on l'a dit. On aura un épique Marseille-Rennes au Vélodrome avec Habib Beye sur le banc et Steve Mandanda. En tout cas, les amis, on tourne ces vidéos-là. On espère toujours être toujours plus soutenus. On embrasse tous ceux qui continuent à nous suivre, même si on voit que les vues diminuent à vitesse grand V, comme l'avance de l'OM sa 2e partie de saison. Et je vous comprends aussi, Naïm, on est supporter, donc moi, après un match, je n'arrive pas à regarder une analyse d'après-match. Mais en tout cas, on essaie d'avoir, avec Naïm, on essaie d'avoir une analyse axée sur le football et pas sur les émotions. Et ça reste le plus dur dans le football. Ouais, c'est clair. C'est clair. En tout cas, moi, c'est le seul conseil que je pourrais donner aux supporters, c'est ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que rien n'est joué encore, qu'on est encore bien en place et que, comme tu l'as dit, on peut aller encore chercher cette place-là. Je pense pas qu'il soit le moment de tout remettre en question, mais la série est très négative. Donc maintenant, aux joueurs de faire basculer ça et de nous lancer dans une grande fin de saison. Ouais, sur ce, mon ami El Gringo, bonne semaine à tous. Elle sera pas bonne naturellement parce qu'on a perdu 3-0, mais qu'on va recevoir le voisin Montpellier qui aura changé d'entraîneur et qui n'aura plus rien à jouer. J'ai du mal à voir Montpellier jouer à 11 derrière, Naïm, mais on aura l'occasion d'en discuter avec notre ami montpelliérain. On parlera un petit peu de sa saison parce que je pense que si nous on souffre, là ça souffre très très fort et la Ligue 2 c'est très difficile pour Montpellier, surtout qu'il y a un grand centre de formation qui est une grande équipe française. On se retrouve les amis pour l'avant-match probablement en fin de semaine vendredi et sur ce restez connectés et continuez à nous suivre les amis parce qu'on est à 2 doigts de péter un câble avec El Gringo. Allez, bonne journée à tous et bon week-end et bon dimanche. J'ai trouvé le match catastrophique. J'ai trouvé le match de l'OM catastrophique. Voilà. Ils sont catastrophiques, c'est le gardien les Marseillais. qui est énorme. C'est Roulis qui est énorme. Mais oui.